Mardi 20 novembre 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari que j'ai le plaisir de vous présenter. Le mardi 20 novembre, le monde célèbre la 29e journée de l'enfance, un monde en bleu. C'est sous ce signe qui est placée l'édition 2018. Pourquoi une telle journée en faveur des enfants? Suivez les explications du coordinateur EHPAD Niger, Sidikou Moussa. Le 20 novembre de chaque année, et cela depuis 1989, date à laquelle la Convention internationale relative aux droits de l'enfant a été adoptée. Donc depuis cette date, aujourd'hui donc ça fait globalement 29 ans, chaque année la communauté internationale donc célèbre la journée internationale des droits de l'enfant. Et pourquoi cette célébration? Parce que simplement on a compris un moment que la question des droits de l'enfant n'était pas une priorité dans l'agenda des décideurs politiques. Donc depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il a été en tout cas décidé que les enfants, compte tenu de leur immaturité, compte tenu de leurs besoins de protection spéciale, qu'ils puissent disposer quand même d'un traité largement ratifié, qui puisse quand même garantir leur mieux-être. Et le Niger n'est pas resté en marche depuis 1990. Notre pays est allé également à cette convention-là. Et la journée du 20 novembre, donc c'est une journée qui est généralement mise à contribution pour dresser la situation des droits de l'enfant dans le pays, voir un peu quelles sont les avancées qui ont été obtenues, mais parallèlement également voir un peu les goulots d'étranglement, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi cela n'a pas marché, et certainement faire en tout cas des projections pour qu'ensemble l'État, les partenaires techniques et financiers, la société civile, la communauté dans son ensemble, voir un peu comment effectivement attaquer cette problématique-là. Maintenant, comme vous le savez, notre pays, depuis bientôt quelques années, est confronté à une situation d'insécurité. Cette année, le thème qui a été consacré à la journée, c'est beaucoup plus un accent sur l'éducation et que le monde soit peint en bleu pour chaque enfant. Vous savez, la couleur bleue, c'est quand même la couleur du ciel, c'est vraiment la couleur de la paix. Et on voudrait que chaque enfant puisse en tout cas grandir dans un environnement sécurisé, mais aussi puisse avoir des aptitudes en termes d'éducation. Or malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, depuis que le Niger est confronté à cette situation d'insécurité, au niveau programmatique, on se rend compte que de plus en plus, les secteurs sociaux de base, qui sont donc les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation, sont les parents pauvres en termes d'allocation budgétaire. Et du coup, avec l'insécurité, nous avons assisté à beaucoup de déplacements massifs de nos populations. À côté de cette insécurité-là, vous avez également les changements climatiques qui ont fait que plusieurs personnes ont dû en tout cas quitter leur lieu habituel pour être ailleurs. Et en termes donc de respect des droits des enfants, vous convenez avec moi qu'il y a des problèmes. Munis de leurs petites tasses, en groupe ou individuellement, ils sont visibles ces jeunes mendiants. Sur différents carrefours de la ville de Niamey, loin des écoles et de leurs familles, ces enfants s'adonnent à la mendicité. Quel avenir pour ces enfants? Réponse dans ce reportage de Asma Ousseidou. L'ampleur que prend la mendicité dans la ville de Niamey devient de plus en plus inquiétante. C'est en effet une pratique qui s'invite de plus en plus jusqu'au niveau des grands carrefours de la ville et les enfants ne sont pas épargnés. Selon le président de l'ONG Adeina, la responsabilité incombe aux autorités mais aussi aux parents. Les organisations de la société civile que nous sommes, il y a beaucoup de structures, surtout au niveau de notre coalition. Et de passage, je veux souligner que nous avons une coalition des ONG africaines en faveur de l'enfant, qui œuvre. Cette coalition est regroupée de plusieurs structures qui interviennent dans le cadre de la protection de l'enfant. Mais vous n'êtes pas sans savoir, les enfants qui sont dans la rue là, c'est des enfants plus ou moins des pauvres. Qu'est-ce qui fait ça, ce phénomène? Il y a l'échec scolaire, il y a l'abandon ou bien le désintéressement des parents, il y a aussi l'exode rural, l'exode massif des enfants qui
cherchent une vie meilleure au niveau des centres urbains. C'est ce qui fait ce phénomène. Parents que nous sommes, souvent ça nous échappe. Surtout au niveau, vous voyez comment l'urbanisation, comment les villes sont devenues brusquement grandes et que les enfants, on ne peut pas les contrôler. Mais donc ce n'est pas les ONG seulement, ni l'État, mais cette charge incombe vraiment aux parents. D'abord, il faut protéger l'enfant à la base, c'est-à-dire au niveau des parents et à l'école. Sans cette protection, vraiment, ça ne peut que vraiment s'amplifier et il arrive souvent où on ne peut pas contrôler ses enfants. Les enfants, c'est l'avenir de demain, dit-on. C'est pourquoi il est important que les parents jouent pleinement leur rôle pour leur réussite et à l'État de leur venir en aide à travers notamment une politique éducative plus efficace. Eux ne tendent pas les mains, mais les utilisent pour d'autres fins. Fuiner les grands dépotoirs de Niamey à la recherche d'un quelconque objet utile ou recyclable pour le revendre sur le marché. C'est l'activité de ces jeunes que vous allez découvrir dans ce reportage de Ismaël Moumouni. De quartier en quartier, ces enfants font le tour des tas d'inondistes à la recherche d'objets qu'ils vont rétrocéder à des adultes. Ne sachant pas les risques qu'ils encourent, certains abordent ces dépotoirs pieds nus. Je suis venu chercher des bouteilles pour aller vendre afin que je puisse subvenir à mes petits besoins pendant les vacances. Mes parents sont au courant de ce que je fais. Ils savent que je viens très souvent sur les ordures pour ramasser des bouteilles que je vends à environ 25 francs l'unité. Si d'autres le font pour avoir des revenus, bien qu'ils soient dérisoires, par contre d'autres enfants jonchent les dépotoirs pour faire plaisir à un aîné. Nous sommes à la recherche de bouteilles pour les donner à notre tante qui en a besoin pour ses activités. C'est sous la demande de notre tante qu'on sillonne les différents dépotoirs à la recherche de bouteilles et en retour, elle ne nous donne rien. Il ne suffit pas de mettre au monde des enfants et laisser errer ces êtres fragiles à la merci de tous les dangers que cela peut occasionner. Parents ont le droit et devoir d'élever, d'éduquer et de protéger leurs enfants, comme le stipule l'article 23 de la Constitution nigérienne. Allons à présent à Guidan-Ider, c'est la région de Tawa où les filles sont victimes du mariage précoce dès l'âge de 12 ans. Le reportage de Ismaël Moumouni. Véritable entrave au développement d'une nation, le mariage des enfants engendre beaucoup de préjudices aux fillettes. Ce phénomène est observé le plus souvent en milieu rural où subsiste la précarité et là où les habitants sont profondément attachés à la tradition. Pour mettre fin à cette pratique néfaste, des espaces sûrs sont implantés dans plusieurs localités pour édifier les jeunes filles. Ma mission ici, c'est de sensibiliser les adolescentes de 10 à 19 ans sur le mariage précoce et le mariage forcé. Parce que les adolescentes ici, parmi les 100, plus de majorité n'ont jamais été à l'école. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi l'espace sûr ici à Guidan-Ider. Le programme a commencé à porter ses fruits car ça a permis à beaucoup de filles de sortir du gouffre à l'image de ces jeunes filles du village de Guidan-Ider situé dans la commune de Malbaza. J'avais 12 ans quand on m'a donné un mariage. Après avoir suivi ce programme, je sais que cette pratique est interdite. Dès lors, j'ai activé le processus de divorce qui a abouti et maintenant c'est ma petite sœur de 12 ans qu'on veut donner en mariage et je ne vais pas accepter.
On a voulu me donner en mariage à l'âge de 12 ans. J'étais toute triste. Une fois après avoir participé à ces programmes, j'ai eu des arguments pour mettre fin à nos fiançailles. Maintenant, je suis joyeuse car c'est à moi de choisir mon mari une fois majeur. Cette initiative a permis à leur fille d'acquérir beaucoup de connaissances, comme en atteste cette femme. Alhamdulillah. Je salue vivement ce programme qui a permis non seulement à ma fille d'échapper au mariage précoce, mais aussi à apprendre à lire et à écrire, que je voudrais moi aussi apprendre avec elle. Ma fille a également appris à coudre, ce qui la permettra d'être autonome, mais aussi épauler la famille. Activité bénéfique qui compte pérenniser le responsable administratif de la localité. L'activité, on va prendre la relève. Maintenant, ces mentors, ces alphabétiseurs, déjà on a inscrit que même si le projet quitte, nous en tant que commune, on va les rémunérer. Le programme a permis à ces filles d'acquérir beaucoup de connaissances et cela dans divers domaines. Un programme qui doit être élargi dans toutes les localités du pays, là où subsiste cette pratique néfaste qui cause une entrave au développement de ces jeunes filles. Depuis le début des attaques de Boko Haram dans la région de Difa, des milliers de personnes ont trouvé refuge dans la dite région. Au sein de ces réfugiés et retournés se trouvent beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être assistés sur tout le plan. Une situation au centre des préoccupations des autorités. Reportage Hassan Saleh Mustafa Halidou Bourema. Elles sont estimées à près de 250 000 personnes déplacées internes, rapatriées et réfugiés qui sont recensées dans la région de Difa, installées sur 96 sites. Parmi ces personnes, un nombre important d'enfants, 166 000 âgés de moins de 18 ans. Certains d'entre eux sont visibles dans la ville où ils mènent certaines activités lucratives, tandis que d'autres sont sur le site. Ainsi, l'État, à travers la Direction régionale de la protection de l'enfant et ses partenaires, ont créé des conditions pour le bon épanouissement de ces enfants sur les différents sites au niveau de la région. Le grand défi au niveau de la région de Difa, c'est surtout le phénomène des enfants, les déplacés, les retournés et déplacés internes là. Et vraiment, ils sont dans une situation très difficile souvent. Leur éducation par rapport à leur prise en charge psychosociale, tout ça là, on en fait. Ces derniers temps, avec la déclaration de Paris qui fait que les enfants, les moins de 19 ans qui sont considérés comme des victimes, ils ne devraient pas être emprisonnés. Donc il y a des enfants qui nous viennent du CTO. Ces enfants, ils sont placés au niveau de communautés. Donc ces enfants, ils ont bénéficié de tout ce qui est action de renforcement des capacités, action de leur réinsertion socio-économique. Ils sont placés au niveau des maîtres artisans. Ils apprennent, ils ont des projets à vie. Donc ces enfants sont au sein des communautés. Mais le défi, c'est que est-ce que les enfants là, d'un jour à l'autre, ils ne vont pas regagner l'autre camp? C'est ça c'est un grand défi. Selon les statistiques de l'UNICEF, 73 enfants séparés et non accompagnés ont été réunifiés et 178 autres séparés et non accompagnés ont aussi bénéficié d'un suivi. La situation d'urgence dans laquelle on se trouve, on s'est confronté à une situation des enfants qui sont dans une situation de détresse, des enfants, bien qu'il y a une accalmie, mais des enfants non accompagnés et des enfants séparés qu'on appelle dans notre jargon ESENA, qui sont là, qui sont issus du conflit et que ces enfants-là sont au niveau des familles d'accueil. Et jusque-là, il y a certaines familles d'accueil, on n'arrive pas à retrouver les parents et on est en train de faire la recherche à travers nos partenaires qui ont la prérogative de faire la recherche familiale et à travers le mécanisme communautaire pour chercher ces parents, pour qu'il y ait vraiment
le retour familial ou bien pour qu'il y ait la réunification de ces enfants au niveau de leur communauté en tenant compte de tout le processus par rapport à la réunification de ces enfants. La situation de ces enfants innocents affectés par le conflit qui ont trouvé refuge au Niger doit interpeller tout le monde au vu de leur nombre au sein de cette population. La communauté Tidjania du monde entier a célébré dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre 2018 le Maouloud ou anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. À cet effet, les mosquées de la place ont refusé du monde venu magnifier cette importante nuit. Le point avec Adam Soumana sur les images de nos confrères de Niger 24. Lecture du Saint-Coran et autres louanges du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, ont constitué les temps forts de ce grand rendez-vous religieux qui se veut l'anniversaire de la naissance du dernier des messagers d'Allah pour la communauté tidjane de la capitale. Une célébration rehaussée par la présence des autorités tant politiques que religieuses, mais aussi et surtout d'une foule immense de fidèles. Ces derniers ne cessent de croître chaque année à l'occasion de cet événement, malgré les remontrances de certains religieux. Certains pensent que cet événement n'est pas un événement. Or, il faut le dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, on lui avait demandé pourquoi chaque lundi vous faites le carême. Il dit de faire le carême pour ma propre naissance parce que je suis né le lundi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né le lundi. On lui a fait sa première révélation un lundi. Il a quitté le monde un lundi. Et raison pour laquelle aujourd'hui, tout musulman, étant donné que c'est une miséricorde que Dieu nous a gratifié toute créature et particulièrement l'être humain. C'est le dernier des prophètes, le dernier des prophètes dans cette terre. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est cette célébration, hommes, femmes et enfants, y compris ceux que nous voyons et ceux que nous ne voyons pas, donc sont en train de célébrer cette fête. Un anniversaire plein de sens mis à profit par les fidèles musulmans afin de dire des prières non seulement sur leurs familles respectives, mais aussi et surtout pour le pays. Le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui nous a montré cette nuit bénie de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je formule le vœu que le Tout-Puissant descende sa félicité et sa bénédiction sur l'ensemble de la Oumma islamique et sur le Niger. Que la paix règne au Niger, que la sécurité règne au Niger, que la concorde règne entre tous les fils du Niger. Voilà mon vœu. Ce 1493e anniversaire de l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, s'est ainsi déroulé dans la communion des cœurs et d'esprit. Aussi, rendez-vous est pris dans une semaine pour ce que d'aucuns appellent le petit Mouloud, marquant l'anniversaire du baptême du plus important homme. Les représentants des organisations paysannes, des organisations de la société civile et des organisations de développement ont rendu public ce matin une déclaration. Celle-ci rentre dans le cadre de la participation à la caravane ouest-africaine. La déclaration a eu lieu dans le département de Torodi. Compte rendu Nafis Zakou Cheibukiso. Caravane ouest-africaine, droit à la terre, à l'eau et l'agroécologie paysanne, une lutte commune sur le thème de la caravane ouest-africaine auquel le Niger prendra part du 20 au 30 novembre. Occasion pour la délégation nigérienne de rendre publique une déclaration dans laquelle elle s'engage à faire des plaidoyers auprès des décideurs pour avoir une législation foncière sémencière bénéfique pour les communautés. Appuyer les États et les gouvernements pour la reconnaissance, la vulgarisation des semences paysannes. Lutter et protester contre les accaparements de toutes les ressources naturelles et contre les violations des droits humains qui les accompagnent. Contribuer pour la transformation sociale en Afrique de l'Ouest, notamment par l'amélioration des politiques et des textes législatifs pour défendre les droits humains. Développer des synergies et alliances pour les OP et les acteurs engagés pour la même cause en Afrique et dans le monde entier. Des recommandations ont été formulées pour la défense des droits à la terre, à l'accès à l'eau et à la promotion de l'agroécologie paysanne. Les États et gouvernements d'accélérer le processus de réactualisation de la limite nord des cultures, d'adapter les différents décrets
et d'application de l'ordonnance sur le pastoralisme, de renforcer l'implication dans les prises de décision au niveau départemental et communal, de faire l'inventaire, le classement et le contrôle rigoureux et systématique de la mise en valeur des terres pastorales à l'endroit des partenaires techniques et financiers, de continuer à appuyer les organisations engagées pour la défense des droits des communautés à la terre, à l'eau, à la promotion de l'agroécologie paysanne, d'œuvrer sans relâche à la lutte contre la diffusion des OGM dans le monde rural. Procédant au lancement de cette caravane, le premier responsable du département de Torodi a salué l'initiative. Votre initiative ne peut que être salutaire. Non seulement elle va davantage encourager les autorités à aller dans ce sens, et aussi, comme nous sommes dans un système aussi communautaire, que cela aille au-delà des frontières. Parce que quand on parle de l'agriculture et de l'élevage, c'est transnational. L'appel que nous allons lancer est que cette lancée, c'est la meilleure. Tout ce qu'on souhaiterait défendre, c'est de le faire vraiment dans le respect strict des lois et règlements. S'il y a quelque chose effectivement à modifier, il faut que ça revienne dans le cadre institutionnel, comme le disait d'ailleurs la déclaration. Il faut noter qu'au cours de cette rencontre, le public a eu droit à des échanges sur l'accaparement des terres, l'agroécologie et surtout sur les semences. C'est par une photo de famille qu'a pris fin la cérémonie. Et c'est tout pour ce 19h45 de la télévision La Bague. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.